Soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par PVS pour les produits de la marque Netgear, la gamme AV Line. Donc depuis déjà maintenant quelques semaines, je dirais quelques petits mois, la société PVS a établi un partenariat avec la société américaine bien connue Netgear, spécialisée en switch réseau. Et donc dans le cadre de ce partenariat nouveau, nous avons organisé 2 webinaires. Aujourd'hui, c'est le second. La semaine dernière, nous en avions fait un qui était vraiment le webinaire, on va dire, de présentation commerciale, de présentation générale des produits, des présentations, on va dire, de la gamme de produits Netgear AV-Line. Aujourd'hui, ce webinaire sera un peu plus technique. Alors, oui, je vois à Wavre aussi gris, ainsi qu'en Suisse. Merci pour les commentaires. Donc je disais, aujourd'hui, ce sera un petit peu plus technique, mais je vous dirais, aucune crainte, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes tous des spécialistes et des experts en informatique réseau, et que les informations qui vont suivre seront assez simples, je pense, à assimiler, à comprendre. Je vous dirais, le fait de faire un webinaire, bah, l'interactivité est un petit peu plus difficile, hein, ça se passe au travers du chat, mais pour ma part, je m'adresse à une caméra. Je vous parle au travers d'une webcam et je vous dirais, pour pouvoir interagir et pour pouvoir poser des questions en temps réel et pouvoir argumenter ou bien développer certains points, c'est un petit peu plus difficile que lorsque l'on a la personne en face de soi en présentiel. Mais bon, nous allons nous en accommoder. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet. Comme je le disais, quelques connaissances en informatique réseau sont nécessaires, mais pas de trop, et je vais essayer d'être le plus clair possible afin que ceci soit vraiment compréhensible. Voilà. Alors, un tout petit rappel de ce que nous avions vu la semaine passée. Donc, en ce qui concerne la marque Netgear, la société PVS a commencé la distribution de cette marque, mais principalement la gamme AV Line. Et nous avions la semaine dernière abordé principalement la série M4250. Donc, dans la série M4250, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modèles de switch. Nous en avions parlé un peu plus en détail la semaine dernière. Un tout petit rappel, vraiment. La proposition de Netgear pour répondre aux attentes du marché et de l'industrie audio-vidéo grâce à leur switch réseau donc se décompose principalement sur les 3 grands axes que vous pouvez voir ici sur le slide. Donc il y a une réponse qui est en termes de matériel, et là il y a une liste assez impressionnante de switches réseau, tous différents les uns des autres, qui offrent vraiment des possibilités, des solutions multiples et variées en fonction de vos situations. Il y a également une grande attention qui est apportée à la partie logicielle, et nous verrons cela un petit peu plus loin dans ce webinaire. Et puis surtout, très 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 important, vraiment je dirais même pour ma part, c'est peut-être même le point le plus important, mais je n'engage que moi en disant ceci, c'est le support. Le support technique, et pas uniquement le support après-vente, mais également le support avant-vente. Donc le pre-sales, le département projet, le département études, et ainsi de suite. Voilà, cela on en avait parlé la semaine dernière, un tout petit rappel. Donc principalement également dans la marque Netgear, donc en particulier dans la série M4250, comme vous pouvez le voir, il y a 3 grandes familles. Donc on va dire la première grande famille, ce sont les switches réseau avec des connexions uplink de 1 gigabyte. Puis ensuite, vous voyez les connexions réseau avec 10 gigabits, je viens de dire byte, excusez-moi pour l'erreur, c'est bien 1 gigabit de connexion uplink, ensuite 10 gigabits de connexion uplink. Et puis il y a également les switches réseau avec toujours des connexions uplink de 10 gigabits. Et vous voyez, sont indiquées à chaque fois les applications et l'utilisation des différents switches et des 3 grandes familles au sein de la gamme M4250. Les premiers avec les connexions uplink de 1 gigabit sont plutôt destinés à des installations audio ou bien des situations AV, donc audio-vidéo, en standalone. Donc on utilise le switch de manière totalement autonome et il exerce, on va dire, sa fonction dans un environnement où il n'est pas interconnecté dans une structure un peu plus complexe. Ensuite, nous avons les switches à 10 gigabits, comme je le disais précédemment, qui sont vraiment destinés aux applications audio-vidéo qui intègrent déjà plusieurs switches. Et puis les switches de 10 gigabits qui sont destinés à des fins de distribution, comme vous pouvez le voir ici noté à côté. Donc c'est quand on construit des réseaux informatiques avec ce que l'on peut appeler une colonne vertébrale, en anglais on appelle ça spine, ou bien corps, et sur lesquels viennent se greffer d'autres switches qui, eux, à leur tour, vont desservir encore d'autres switches et qui, eux, à leur tour, vont desservir les terminaux finaux destinés aux utilisateurs. Donc voilà, 3 grandes lignes de produits au sein de la ligne M4250. Sur ce PowerPoint et sur ce slide en particulier, vous voyez quelques produits de notre marque Audac
qui vont pouvoir être interconnectés et connectés principalement sur des switches Netgear. Et tous les produits qui sont repris ici, vous les reconnaissez bien tous. Il y a le Odac Touch 2, il y a notre nouvelle série Vexo, il y a les wall panels de la série 2, ainsi que notre NFA et notre AMP 203 en bas à gauche. Donc tous ces produits vont utiliser, pas encore les wall panels de la série 2 ici sur le slide à droite, mais les futurs wall panels auront besoin de cette fonction. Et de quelle fonction parle-t-on? Eh bien, on parle de la fonction PoE. PoE qui est bien connue pour vous, donc le 802.3 AF, AT et BT. Ce qui les différencie entre PoE, PoE+ et PoE++, c'est la puissance disponible sur chacun des ports. Donc voilà, 15 watts, 30 watts, 60, voire 90 watts pour le PoE++. Qu'est-ce qu'on peut y raccorder? Cela est indiqué là sur la droite. Donc voilà, des panneaux, des fonctions audio, des caméras PTZ, de la technologie NDI, et ainsi de suite, des encodeurs, décodeurs pour tout ce qui est vidéo, même de l'éclairage. Sur des PoE++, il existe des dalles LED, comme vous le savez, qui peuvent être raccordées et qui nécessitent 60 voire 90 watts, ou bien des encodeurs, décodeurs vidéo en technologie 4K. Voici un petit peu donc les différentes possibilités. Alors, que faut-il savoir avant de pouvoir mettre les mains dans le cambouis et vraiment, on va dire, manipuler ces switches et les installer, les configurer et les rendre fonctionnels? Donc il y a vraiment un minimum, une base, des fondations qu'il faut absolument connaître avant de pouvoir s'intéresser à ces technologies des réseaux informatiques et des switches Netgear AV-Line. Nous allons rapidement parcourir les différents points. Alors, sans vouloir trop m'attarder dans le détail et sans vouloir, on va dire, faire un cours qui serait trop orienté sur les réseaux informatiques et sur les technologies et le monde de l'IP, bah, bien sûr, il faut connaître avant tout ce qu'est une adresse IP, ainsi que ce qu'est un masque de sous-réseau, qu'est le DHCP, qu'est un gateway par défaut, qu'est un DNS et qu'est un virtual LAN. Donc je vous dirais, en survolant, je vais vraiment survoler, car si vous assistez à ce level 2 Netgear aujourd'hui qui est plus orienté technique, je suppose que vous maîtrisez toutes ces notions, mais je vais rapidement les repasser en revue. Donc une adresse IP. Une adresse IP est un identifiant unique assigné à une machine sur un réseau local ou bien sur un réseau autre. Et donc cette adresse IP, moi j'aime toujours faire l'analogie et la comparaison avec les lignes téléphoniques. On va dire dans le monde de la téléphonie, que nous connaissions tous il y a de cela quelques décennies, et qui existe toujours, mais on va dire à l'époque des centrales téléphoniques analogiques, eh bien l'adresse IP, on peut comparer ça à un numéro de téléphone. Donc il fallait appeler un numéro de téléphone et d'un poste à un autre, on appelait le numéro de téléphone, on peut dire qu'on appelait une autre adresse IP, pour autant qu'on soit sur le même réseau LAN. Et donc ce numéro de téléphone, l'analogie s'arrête un petit peu là, on va dire, c'est comme, on va dire, le poste téléphonique d'une entreprise. Le poste accessible par l'accueil pour les appelants extérieurs, et puis tous les autres appels à l'intérieur peuvent être transférés vers les postes intérieurs. Mais on verra ça un petit peu plus loin en détail, comment est-ce que cela se structure et s'organise. Les masques de sous-réseau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que sont les masques de tour et de sous-réseau, mais je pense que vous avez tous vu quand vous avez configuré les adresses IP et les connexions réseau des différents appareils informatiques, vous voyez, il y a toujours, on va dire, un champ où on peut venir noter, par exemple, 255.255.255.0. C'est fréquemment ce qui est souvent noté dans les masques de sous-réseau, mais ce ne sont pas les seules combinaisons possibles. Il y a vraiment une multitude de combinaisons. Le DHCP, c'est le Dynamic Hosting Control Protocol. C'est à chaque fois qu'une machine se raccorde à un réseau informatique et qu'elle est configurée pour obtenir une adresse IP de manière automatique, il faut qu'il y ait sur le réseau un serveur DHCP qui va attribuer à cette machine une adresse IP, et ce de manière automatique. Le gateway, pour que toute machine connectée à un réseau puisse communiquer avec le monde extérieur, elle doit savoir à qui est-ce qu'elle s'adresse afin de pouvoir lui demander quelle est la route qu'elle va devoir emprunter pour pouvoir sortir du réseau local et pour pouvoir aller vers le monde de l'Internet, ou bien quand plusieurs réseaux sont interconnectés les uns avec les autres, même sur des réseaux locaux, c'est de pouvoir dire, tiens, est-ce que tu peux m'indiquer quel est le chemin que je vais devoir prendre pour pouvoir sortir du LAN dans lequel je me trouve et pouvoir partir vers un autre LAN ou bien vers un WAN quand on parle de World Area Network. Le DNS, le Domain Name Server, donc derrière ce terme se cache un serveur
qui permet de résoudre des noms de domaine. Donc tout le monde connaît très bien les noms de domaine, on va dire les plus courants, que nous utilisons tous plusieurs fois par jour. Et pour ne pas faire de publicité, je vais citer tout de même le nom de domaine de Google. Et donc quand vous introduisez Google, vous tapez Google au niveau d'un explorateur web, mais derrière ce Google se cache justement une adresse IP WAN, puisque vous n'êtes plus sur votre réseau local, vous êtes au niveau mondial, vous êtes sur le WAN. Et donc, la résolution du nom de domaine pour pouvoir dire, tiens, quand l'utilisateur demande à aller sur le site de Google, eh bien, en fait, il demande une adresse IP, puisque vous ne connaissez pas l'adresse IP, qui est en fait une série de chiffres et de nombres, eh bien, c'est le serveur de domaine, le nom de domaine, qui va faire la résolution et qui va vous orienter et vous aiguiller vers le site web de Google. Et qu'est-ce qu'un VLAN? Donc là, on parle de Virtual Local Area Network, c'est-à-dire qu'au sein d'un seul et même réseau LAN, Local Area Network, nous allons pouvoir créer différents réseaux, des sous-réseaux, on va dire, qui vont être des VLAN et qui vont pouvoir permettre d'isoler certaines machines dans un groupe d'adresses IP. Et toutes les machines qui seront dans ce même groupe d'adresses IP pourront communiquer entre elles, et celles qui n'en font pas partie, à défaut de disposer d'un gateway et de savoir par où elles devraient passer pour pouvoir communiquer, ne pourront pas directement communiquer avec ces machines-là. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, dans les explications, cela pourrait faire l'objet d'un cours uniquement sur les adresses IP, mais comme je le disais précédemment, je suppose que vous avez ces prérequis et que ces notions dont je viens de parler ici assez rapidement vous sont connues et familières. Alors, dans les switches Netgear, qu'allons-nous trouver lorsque vous allez vous connecter pour une première fois à un switch Netgear? Eh bien, vous avez l'utilisateur interface. Donc, comme vous pouvez le voir, le AVUI, User Interface. En tapant simplement l'adresse IP du switch que vous aurez déballé et connecté à votre adresse, à votre réseau local LAN, vous allez pouvoir rentrer dans cette page web qui est le serveur web qui est intégré au switch réseau. Et vous pouvez voir sur cette image qu'il y a les 4 premiers ports qui sont en rouge et puis les 4 ports suivants qui sont en bleu. Si vous regardez un petit peu l'explication qui se trouve plus bas, les 4 premiers rouges ont été configurés pour véhiculer des signaux vidéo NVX, tandis que les 4 ports suivants ont été configurés pour véhiculer des signaux audio qui utilisent la technologie Dante. Alors comment fait-on cela? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit de choisir le port et de lui attribuer le profil souhaité. Sachez que la série dont nous parlons aujourd'hui, la M4250 de chez Netgear, est déjà, on va dire, préconfigurée et qu'elle dispose en son sein, dans chaque serveur web, vous avez des préconfigurations qui sont établies. Il n'y a pas moins de 150 marques qui sont déjà, on va dire, reprises au sein de ces switches, et vous allez juste pouvoir choisir le profil que vous souhaitez attribuer à un de vos ports avant d'y connecter le matériel qui doit y être connecté. Et je vous dirais, il vous simplifie de cette manière grandement la vie. Donc, pas nécessaire d'avoir de grandes expériences et de grandes connaissances en termes de programmation. Tout cela a déjà été analysé et cela peut être reproduit, je dirais pratiquement à l'infini et de manière assez simple. Alors, le comportement des réseaux et du trafic sur les réseaux informatiques quand il est question de multicast. Donc, on va parler des bases de la configuration d'un réseau IP et du comportement du trafic sur ce réseau quand on est sur du multicast. Alors, avant d'aller plus loin, un tout petit rappel, la différence entre multicast et broadcast, ce sont des termes que l'on entend souvent. La différence, elle est très faible. On va dire broadcast, comme vous le savez, le terme broad qui signifie large, donc on diffuse de manière très très large. Et tous les récepteurs qui voudraient se connecter à un signal broadcast vont pouvoir recevoir ce signal. Et clairement, on est sur des technologies de streaming, quand par exemple il y a, on va dire, un événement, un concert ou quelque chose de la sorte, un événement en live, toute personne qui souhaite s'y connecter et pouvoir le visualiser, eh bien, va pouvoir s'y connecter et on est clairement sur des technologies de broadcast, donc c'est de la diffusion très très large. Le multicast, c'est un peu plus, on va dire, restrictif, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que les machines qui sont prévues et programmées pour recevoir le signal qui vont accueillir ce signal. Clairement, on va dire par exemple une radio Internet, eh bien si vous choisissez telle ou telle fréquence, vous allez pouvoir vous tuner, vous synchroniser
ou sur la fréquence que vous souhaitez et on va dire capter le signal radio qui vous arrive par internet que vous avez choisi en choisissant la station de radio souhaitée. Donc voilà, ce sont des termes qui sont différents, broadcast, multicast, ils sont assez similaires avec, on va dire, des petites affinités, des petites particularités par rapport à la manière dont le signal va pouvoir être reçu et capté par les différents récepteurs. Alors, comment est constitué un réseau IP de base? Donc vous pouvez le voir ici tout simplement. On a la ligne horizontale du haut, qui est une ligne fuchsia, et vous voyez qu'il est indiqué là une petite adresse IP 192.168.1.0, et ce 0, en fait, vous voyez qu'il est grisé. Ce qui signifie que ce 0 va pouvoir être remplacé par une série de nombres, comme vous pouvez le voir ici, 10, 11, 12, et ce que ces trois adresses IP ont en commun, ce sont les trois premiers nombres, en l'occurrence le 192, 168.1, ils ont ça en commun, ce qui les différencie les uns des autres, ce sont les derniers. Donc vous voyez, on a un MFA, qui a l'adresse IP, du moins le dernier nombre correspond à 10, le second MFA, le dernier nombre correspond à 11, et le troisième MFA, le dernier nombre correspond à 12. Donc on peut dire, en regardant cette image, que ces trois adresses IP et ces trois MFA font partie du même range d'adresses IP, puisqu'on pourra dire, dans ce cas de figure-ci, qu'ils font tous partie du range 192.168.1. Ensuite, ce qui les différenciera, comme vous le voyez sur cette image, ce sont les trois derniers chiffres. Et là, on peut aller, comme vous le voyez sur cette image, à partir de 0, et on peut ainsi aller jusqu'à 255. Alors, comme vous pouvez le voir ici un petit peu plus bas, il y a également le terme Internet Group Management Protocol qui va revenir assez souvent dans ce qui va suivre ici. C'est ce qu'on appelle le IGMP. Alors, le IGMP, c'est une technologie qui est utilisée par tous les switches et on va en revenir un petit peu plus en détail dans les slides qui vont suivre. Alors, que se passe-t-il lorsque vous déballez un switch de la marque Netgear? Donc, le switch classique, là, on ne va pas parler des switches audio, vidéo, line. Donc, on parle bien d'un switch classique. Ici, on a pris l'exemple d'un switch Netgear. Après, on prendra l'exemple des switches Netgear audio, vidéo, ProLine. Donc, vous voyez, on a une source. Comme vous pouvez le voir ici, un XMP44 qui va être connecté sur ce switch. Et vous voyez également que sur ce switch seront connectés d'autres appareils. Donc, ici, en l'occurrence, un Audac Touch 2, un MFA et un AMP203 sur lequel on a pris la peine de connecter deux enceintes ATO. Donc, sur un switch classique, comment est-ce que cela se passe? Vous voyez que le signal est envoyé par la source et que ce signal va être disponible sur tous les ports pour les différents récepteurs qui y seront connectés. Imaginons que la liaison entre la source XMP44 et le premier port soit une source au niveau de la vitesse et de la bande passante de 1 gigabit. Eh bien, il va falloir donc configurer le switch afin que cela puisse fonctionner de manière efficace. Et ça, voyez-vous, sur la droite, on a ce terme de IGMP, donc Internet Group Management Protocol, avec des termes qui sont le snooping, carrier, fast leave, et ainsi de suite, qui sont en fait des termes qui sont vraiment propres à la configuration de réseaux informatiques. Nous n'allons pas aller aussi loin dans l'étude et dans le webinaire, dans l'explication de ces termes. Je vous avoue que n'étant pas expert moi-même, j'aurais également du mal à vous expliquer dans les détails, je pourrais en parler dans les grandes lignes, mais ce n'est pas le but de ce webinaire. Mais sachez que lorsque l'on est sur des switches classiques, et c'est vraiment la raison de ce slide, c'est de vous expliquer, de vraiment attirer votre attention sur le fait que lorsqu'une source est connectée et qu'on veut vraiment réorienter cette source vers un récepteur bien particulier, il y a des règles à mettre en place, il y a des informations à introduire dans le switch, il y a ce qu'on appelle via le CLI, c'est le Command Line Interface, la possibilité de configurer le switch afin de lui donner des instructions et des paramètres qui vont faire en sorte que son fonctionnement sera optimal. Sur les switches de la marque Netgear toujours, et sur la ligne Pro AV, comme vous pouvez le voir ici, là, on entre dans un autre monde puisque ces switches ont été développés et étudiés particulièrement pour être utilisés dans des contextes audio, vidéo professionnels. On a toujours la même source et là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs récepteurs qui sont connectés. En l'occurrence, ici, nous avons 5 AMP203 avec à chaque fois une paire de ATO. La source à chaque fois est réorientée vers le premier port et puis vous voyez que les informations partent vers les récepteurs afin de pouvoir construire votre réseau audio basé sur la technologie réseau et sur les switches Pro AV.
Alors le comportement du trafic sur ces réseaux, on vient d'en parler. Maintenant, nous allons attaquer le comportement quand plusieurs switches sont connectés. Comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons une source en haut à gauche qui est connectée sur le switch 1, ainsi qu'une source vidéo. Donc on a une source audio à gauche, une source vidéo à droite. Et puis sur le switch 2, nous avons un récepteur, un AMP203 avec une paire d'ATO, et puis un récepteur qui est également un décodeur vidéo sur lequel on a connecté un écran. Donc nous aimerions faire passer des informations audio et vidéo du switch 1 vers le switch 2. Donc vous voyez qu'au niveau des ports uplink, là sur la droite, nous avons deux ports uplink, deux câbles qui relient les switches entre eux, et vous voyez que celui de droite est barré. Alors si, clairement, on établit cette configuration-là, on va créer une boucle au niveau des switches réseau. Si on le fait, on va dire, de la sorte, cela n'est pas autorisé. Je dirais, et je vais pondérer un petit peu, ce n'est pas autorisé si vous le laissez en l'état. Cela pourrait fonctionner, mais dans ce cas-là, vous devez être un expert des réseaux informatiques et vous devez pouvoir être en mesure, via à nouveau l'interface CLI, donc le Command Line Interface, de configurer les deux switches pour éviter justement la boucle dont je parlais précédemment et faire en sorte que les deux ports uplink puissent véhiculer des informations entre les deux switches pour permettre aux informations provenant du premier switch, donc les flux audio et les flux vidéo, de passer au second switch sur les récepteurs vidéo et le récepteur audio. Alors voyez-vous, à nouveau reviennent donc tous ces termes, on va dire techniques bien connus des experts en réseau informatique. Je ne vais pas vous les lire, vous les voyez à l'écran. On en parlait précédemment, donc sachez que ce sont vraiment des termes qui sont propres au réseau informatique et qui nécessitent de configurer les switches afin d'en optimiser leur bon fonctionnement. Et alors, si j'insiste effectivement sur la configuration de ces switches réseau, des connaissances techniques qui sont nécessaires et de l'expertise en réseau informatique qui est nécessaire que pour obtenir une configuration optimale et stable, c'est que cela, on va dire, est vraiment requis, on ne peut pas faire sans. Netgear, ce qu'on propose avec la marque Netgear, on vous simplifie la vie. C'est ce que je disais en tout début et en introduction de ce webinaire. Grâce à la technologie Netgear, grâce à leurs switch AV Pro, qui ont été spécialement étudiés et développés pour des solutions audio et vidéo professionnelles, on va grandement vous simplifier la vie. Donc à nouveau, nous avons deux switches, si ce n'est qu'au lieu d'être sur des switches classiques, on est sur des switches audio-vidéo Pro, comme vous pouvez le voir. Nous avons le raccordement entre les deux switches qui peut être raccordé via ces modules optionnels qui d'un côté vont se raccorder en cuivre, donc qui rentrent dans le switch au niveau des ports que vous voyez complètement sur la droite. Et ce sont des petits adaptateurs qui d'un côté sont en cuivre pour aller sur la carte mère électronique du switch, qui de l'autre côté accepte un raccordement via fibre optique. Donc là, on a deux switches clairement, et on va établir un lien entre les deux switches grâce à une fibre optique de 10 gigabits par seconde. L'exemple suivant est très simple. À gauche, une source vidéo. À droite, un récepteur vidéo. Donc encodeur vidéo à gauche, décodeur vidéo à droite. Lien entre les deux switches en 10 gigas. Et vous voyez que le lien entre l'encodeur vidéo et le premier switch est à 1 giga. Et le lien entre le décodeur vidéo et le second switch est également à 10 gigas. Donc pour des liaisons vidéo, il est recommandé d'utiliser des liens de 1 gigabit par signal vidéo. Voilà, l'animation est très claire. Vous avez la configuration dont je viens de vous parler, et vous voyez que sur cette liaison qui peut supporter un maximum de 10 gigabits, ici nous faisons transférer 1 gigabit de données. Imaginons que nous connections un deuxième display sur le switch récepteur et qu'il n'y ait toujours qu'une seule source. Que se passe-t-il? Eh bien toujours le même gigabit puisque la source, l'émetteur, envoie un signal unique qui requiert une bande passante de 1 giga sur les 10 gigas disponibles dans la liaison uplink réalisée entre les deux switches. Et puis lorsque le signal est arrivé au niveau du second switch, eh bien là, en utilisant la technologie du multicast, on va envoyer des informations vers les deux récepteurs, les deux décodeurs vidéo, afin qu'ils affichent à leur tour les images sur leur display. Comme vous pouvez le voir, c'est la même image qui est émise et c'est la même image qui est réceptionnée et affichée sur les deux écrans. Prenons le cas et on complexifie un tout petit peu l'installation. Nous ajoutons une source audio sur la gauche et nous ajoutons un récepteur audio sur la droite. À nouveau un XMP44 et à droite un AMP203 avec une paire d'ATO.
Donc à nouveau, nous avons une liaison en 1 gigabit entre la source audio et le second port du switch 1. Et puis vous voyez sur la droite, à nouveau, une liaison de 1 gigabit entre le AMP203 et le second switch. Donc là, clairement, nous avons besoin de 2 gigabits. En réalité, pas vraiment, mais bon, pour illustrer l'image, puisqu'un signal vidéo prend beaucoup plus de données qu'un signal audio, mais c'est vraiment pour bien faire comprendre le concept, puisque nous avons 2 émetteurs qui chacun nécessitent 1 gigabit par seconde de données informatiques, et nous avons une liaison en fibre optique qui peut en supporter 10 gigas, donc 2 gigas dans 10 gigas, ça fonctionne. Le signal vidéo est distribué vers les récepteurs, les décodeurs vidéo, le signal audio est distribué et reçu par l'AMP203. Jusque-là, très simple. Alors, la technologie chez Netgear, donc vous avez vu ce terme IGMP qui apparaissait souvent, Netgear, eux, ont développé leur propre technologie qui s'appelle IGMP+. Alors ce petit plus, il a toute son importance. En fait, ce petit plus signifie que vous allez pouvoir vous passer de toutes ces instructions de configuration qui sont nécessaires sur les switches, on va dire, classiques, et qui nécessitent des connaissances d'informaticiens réseau pointues et avancées afin de pouvoir réaliser la bonne configuration des switches en leur donnant les bonnes instructions via le CLI, donc le Command Line Interface. C'est ce fameux écran noir qui ressemble à un environnement DOS et où il faut communiquer avec les switches en leur tapant des instructions, euh, des instructions effectivement que les switches vont comprendre. Donc, sur une liaison de 10 gigabits, nous allons pouvoir faire véhiculer un maximum de 10 flux audio-vidéo. Donc maximum 10 flux audio-vidéo sur une liaison en 10 gigabits. Si on devait rétablir une connexion de 1 gigabit entre les deux switches, que se passerait-il au lieu d'avoir la connexion en 10 gigabits dont nous parlions précédemment? Donc vous voyez qu'on n'est plus sur la connexion fibre optique, mais qu'on est vraiment sur une liaison en cuivre 1 gigabit, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Comme vous pouvez le voir, si on a 2 gigabits à faire passer avec les sources, une source vidéo à 1 giga, une source audio à 1 giga, et que nous ne disposons que d'une seule liaison de 1 giga entre les deux switches, ça bloque, ça ne passe pas. Alors, quelle est la solution qui a été proposée, étudiée par Netgear? C'est ce dont je parlais ici précédemment, le IGMP+. Vous pouvez réaliser cette connexion en utilisant 2 patch cables, 2 connexions uplink entre le premier et le second switch, 2 connexions de 1 gigabit. Et là, effectivement, grâce à la technologie Netgear IGMP+, et à la technologie Netgear Auto LACP, vous voyez que cela fonctionne. Et qu'avez-vous à faire? Eh bien, pas grand-chose, pour ne pas dire rien, puisque pour autant que les switches soient tous de la marque Netgear, et de la marque et de la série plutôt Audio Video Line, eh bien, c'est auto-configuré. Tout ce que vous avez à faire, c'est plugger des câbles. Mais de la même manière, comme ici nous venons de doubler le 1 giga pour passer à 2 gigas, on pourrait exactement de la même manière passer de 10 gigas à 20 gigas. Et je vous laisse imaginer les possibilités de débit de signaux audio et vidéo dont les switches seraient en mesure d'assurer la totale gestion et le bon contrôle et la bonne diffusion vers les différents récepteurs. Voilà, maintenant parlons du point suivant, qui sont en fait les différentes configurations des switches. On en parlait précédemment. Et ici, on va voir un peu plus en détail comment est-ce que cela est réalisé en pratique au niveau des switches audio-vidéo via l'utilisateur interface, donc le user interface. On se connecte au switch via son adresse IP sur votre LAN, via le port par défaut qui est le 8080, comme vous pouvez le voir ici. Et nous allons regarder ici un peu plus en pratique comment est-ce que cela est réalisé. Imaginez une solution classique. Donc vous avez le monde de l'Internet qui est matérialisé par le petit nuage en haut. Pour se connecter à l'Internet, bien entendu, il nous faut un modem. Donc c'est le modem qui assure la liaison avec le monde extérieur. Et ce modem intègre également, parfois, pour ne pas dire souvent, pour ne pas dire toujours, des fonctionnalités de firewall. Bien sûr, on est sur un modem, on va dire, assez basique. Des modems qui intègrent des firewalls, le firewall vaut ce qu'il vaut. Et on intègre également dans le modem un routeur. Donc, modem, firewall, routeur, ces 3 technologies reliées dans un seul appareil, ici en l'occurrence. Et puis, le modem que vous voyez là en blanc est relié aux switches que vous voyez à gauche, qui ne sont pas les switches de la gamme audio-vidéo, mais qui sont tout de même des switches
Netgear, qui sont des switches tout simplement destinés à des environnements IT, donc des environnements de réseau informatique classiques sur lesquels on ne souhaite pas faire véhiculer des signaux audio et ou vidéo. Et puis vous voyez sur la droite, on est à l'intérieur de ce réseau informatique où on va créer un second réseau informatique qui lui sera uniquement destiné à faire véhiculer les signaux audio et vidéo. Avec le switch de droite qui lui est un switch de la série AV-Line. Vous voyez que le lien est établi entre les switches de gauche et le switch de droite. Et en pratique, comment est-ce que cela se passe? Eh bien, la première chose que nous allons pouvoir faire, c'est nous connecter au switch. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir introduire l'adresse IP du switch. Et après avoir introduit l'adresse IP du switch, eh bien, vous allez rentrer dans son serveur web. Bien entendu, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, il va falloir introduire le login et le mot de passe. Après vous être connecté, vous rentrez dans ce que l'on appelle le serveur web du switch. Donc les switches de la marque Netgear pardon, et de la série AV-Line intègrent tous un serveur web qui va vous permettre de procéder à sa configuration et ce de manière assez aisée. Vous pouvez voir également que par défaut, les ventilateurs sont en mode quiet quand vous les installez et quand vous démarrez. Vous pouvez le mettre en mode off si vous le souhaitez ou bien en mode cool. Tout dépend de l'environnement et de l'endroit où le switch aura été installé. Donc s'il est dans un local complètement climatisé, vous allez pouvoir le laisser sur off. S'il est dans un endroit qui n'est pas trop chaud, vous allez pouvoir le laisser sur quiet. Et s'il est dans un environnement où il serait tenté et on va dire sujet à des températures un peu plus élevées, comme enfermé dans un meuble, alors là il faudra peut-être le configurer sur cool. Nous continuons l'explication. Ce que nous allons faire ici, c'est toujours au niveau de ce serveur web, vous voyez, il y a différents profils. On voit Audio Dante, Data, Audio Q6, Vidéo avec Q6 Audio, et ainsi de suite. Ce sont les différents profils dont je vous parlais. Donc ici, clairement, nous allons créer un profil. Vous allez pouvoir lui donner le nom que vous souhaitez. Également, dans ces profils, seront intégrés les profils pour les produits de la marque Audac, notre marque. Et vous aurez juste à choisir le profil Audac avant d'y connecter sur les différents ports que vous aurez sélectionnés, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le profil Audac pour les ports qui recevront des équipements Audac. Donc ici, vous voyez de manière très simple, on vient de sélectionner une multitude de ports sur le switch. On va définir un virtual LAN. On lui donne juste un ID, on l'a appelé 20, comme on aurait pu l'appeler n'importe comment, et puis on décide de choisir une couleur pour justement attribuer une couleur aux différents ports. On va devoir parler un petit peu de routing, afin de donner des informations de configuration au switch pour lui permettre de s'y retrouver et de savoir avec qui est-ce qu'il va devoir communiquer dans cet environnement réseau. Et puis le masque de sous-réseau dont je vous parlais également précédemment, donc le 3x255, qui en l'occurrence ici sur la gauche est matérialisé par le bar/24. On dit également qu'il y a un serveur DHCP sur le réseau. On donne l'adresse du serveur DHCP. Donc vous voyez, c'est le 10.10.20.1. On donne également le DNS. Donc ce sont les serveurs de nom de domaine qui vont faire la résolution des noms de domaine introduits. Vous avez vu le 4x8, comme vous le savez, c'est bien le DNS de Google, le serveur de domaine de la société Google. Et là, voilà, c'est fait. Je vous dirais, c'est aussi simple que cela. Vous venez de configurer, ici en l'occurrence, 19 ports sur un switch qui en compte, comme vous pouvez le voir, 48. Et sur ces 19 ports, vous avez créé un virtual LAN que vous avez appelé 20, pour lequel vous avez défini que l'adresse IP, le range d'adresse IP sera 10.10.20. Le dernier chiffre pourra bien entendu varier. Et nous avons défini 19 connexions avec le profil que nous avons choisi et qui correspond au matériel que nous allons vouloir y connecter. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez simple à configurer. Vous avez pu constater qu'il n'y avait pas de CLI, donc de Command Line Interfaces. Il n'y a pas, on va dire, de grandes connaissances en réseau informatique à avoir. Il ne faut pas être expert en réseau informatique que pour pouvoir configurer ce switch et faire en sorte qu'il soit configuré de manière optimale pour supporter des équipements audio et ou vidéo.
Bien entendu, et je le rappelle et je le disais en introduction de ce webinaire, il faut tout de même disposer de certaines connaissances de base en réseau informatique. Je ne doute pas que ce soit le cas de toutes les personnes qui assistent ce matin à ce webinaire niveau 2. Mais je vous dirais, il ne faut vraiment pas, et je me répète en le disant, être expert en configuration de switch réseau. Ce n'est pas nécessaire. Netgear vous a mâché le travail, tant pour les connexions multiples, comme on l'a vu avec plusieurs câbles Uplink, grâce à leur technologie IGMP+, grâce à cette interface web, grâce à tous les profils qui sont déjà préconfigurés à l'intérieur du serveur web du switch qui vous permettent juste de choisir un profil et de l'affecter à un port. Après, bien entendu, il faut tout de même introduire ces quelques notions comme le nom, on va dire l'ID, l'identifiant du virtual LAN qu'on a créé, le groupe d'adresses IP, donc le range d'adresses IP dans lequel les appareils vont être connectés, et ainsi de suite, le serveur DNS et le DHCP pour que tout cela puisse fonctionner et être opérationnel. Voilà. Ceci étant dit, on revient à notre petit slide ici. L'Internet, le modem, la connexion entre le modem et les switches de l'IT, avec leur groupe d'adresses IP et leur range 192.168.2, et j'insiste bien, donc le range, c'est bien 192.168.2. Ce modem communique avec les switches de gauche, et puis le switch de droite, vous voyez qu'il est également dans le même range, donc 192.168.2, si ce n'est que lui, il se termine par 254. Ça pourrait être n'importe quel chiffre compris entre 1 et 254. Et donc, vous voyez la communication, là, en pointillé, entre les deux. Et puis, vous voyez sur les ports de droite, ceux qui viennent d'être configurés. Ici, en l'occurrence, on voit qu'il y en a 32, par exemple, sur la petite image. Non, 24, excusez-moi. 3 fois 8, ça fait bien 24 et non 32. Et donc, vous voyez que tous ces ports rouges font partie d'un range d'adresse IP qui est 10.10.20. Et tout cela peut fonctionner correctement. Donc tous les appareils qui seront connectés sur les ports rouges auront une adresse IP qui commencera par 10.10.20. Ceux qui seront connectés sur la switch de gauche, ceux du réseau informatique de l'entreprise ou bien de l'endroit où vous vous trouverez, auront une adresse IP et un range d'adresse IP qui commence par 192.168.2. Alors, en pratique, comment ça se passe? Si une information est émise par le switch de droite et qu'il y a une requête qui part vers l'internet, vous voyez comment est-ce que ce petit point rouge vient de circuler. Mais quand la réponse d'internet revient et qu'il doit donner la réponse à un des participants qui fait partie du range d'adresse IP 10.10.20, là, il a un petit souci. Il se dit comment est-ce que je vais faire pour retrouver celui qui m'a posé la question et qui a demandé le flux vidéo ou le flux audio. Eh bien là, c'est là qu'interviennent les tables de routage. Et on va dire que toute information qui est destinée à une adresse IP sur le réseau local Virtual LAN qui fait partie du range 10.10.20 et ainsi de suite, eh bien cela passe par le réseau LAN 192.168.2. Et quand l'information arrivera sur le réseau de gauche, avec le range d'adresse IP de gauche, la table de routage lui dira à quel VLAN il va pouvoir réenvoyer l'information qui a été demandée. Clairement, le petit point rouge, voyez-vous, ça revient à l'internet, et puis là, grâce à la table de routage, on va pouvoir envoyer l'information à l'élément qu'il avait demandé. Alors c'est peut-être un petit peu abstrait, je vous dirais rien de tel que la pratique, de mettre en œuvre un groupe d'adresses IP dans un range 192.168.1, comme c'était le cas ici précédemment, 192.168.2, et sur un Netgear, un switch Netgear Pro, de créer son virtual LAN avec des adresses IP dans le range 10.10.20. Et puis, grâce aux configurations que vous avez vues précédemment dans le switch lui-même, et grâce à la configuration des tables de routage dans le modem ou dans le firewall, ou bien même dans le gateway, et bien là, vous allez pouvoir vraiment dans le routeur faire la redirection de port et donner l'instruction pour pouvoir établir les liens entre le réseau LAN premier, donc le VLAN 1 à gauche, et puis le VLAN 20 à droite, sur lequel on aura pris la peine de créer des ports pour les équipements audio-vidéo. Alors, si on continue un petit peu à explorer les différentes possibilités offertes par le serveur web intégré dans les switches Netgear, on voit que c'est assez clair. Vous voyez sur la gauche, c'est du classique, hein, vous avez certainement tous déjà ouvert des switches réseau et des switches réseau manageables.
Et donc là, on est dans une interface web, le serveur web intégré dans le switch. Vous avez accès à toutes ces informations. Et l'information qui nous intéresse, qui est ici en bleu, c'est justement ce routage dont je parlais précédemment. Alors, ceci étant dit, nous touchons tout doucement à la fin de ce webinaire. La ligne M4250 de chez ProGear, de chez Netgear, est destinée donc principalement à des installations audio-vidéo. Avant de réaliser une installation, et c'est le point dont on parlait en début de webinaire, et c'est le point le plus important à mes yeux, c'est le support. Donc, quand vous êtes à la conception, à l'étude, à, on va dire, la planification des équipements qui seront nécessaires, il faut bien entendu cibler les besoins du client, cibler les besoins du projet pour savoir exactement quels sont les matériels qui devront être utilisés, quels sont les switches réseau qui seront nécessaires. Et donc pour cela, au travers de notre société PVS, au travers de notre département projet, et au travers du département projet de la marque Netgear, avec laquelle nous travaillons maintenant main dans la main, nous allons pouvoir vous aider à l'étude de faisabilité, à la conception du réseau informatique que vous seriez amené à mettre en place pour répondre aux attentes de votre client. Donc il y a une team complète qui est là pour vous assister et pour vous aider dans l'élaboration de ces projets. C'est ce qu'on appelle le pre-sales également. C'est ce qu'on appelle le project département. Et donc, on va pouvoir valider avec vous que la solution que vous allez proposer sera une solution stable, viable, efficace et qui répondra totalement aux attentes de votre client et de votre projet. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer vos projets sur le site de PVS et également l'enregistrement de vos projets sur le site de Netgear est également possible. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ce slide, vous avez une adresse courriel qui vous est réservée pour les professionnels qui collaborent avec la société PVS, qui est proavdesign@netgear.com. Mais je vous invite également à vous adresser directement à notre département projet si vous avez des projets dans lesquels vous seriez amené à installer de l'équipement Netgear AV Line. Et vous voyez également l'adresse de notre service technique qui est notée juste en dessous, support@pvs.global, que vous connaissez bien tous. Que dire de plus? Il y a également à votre disposition des trainings à la demande qui peuvent être organisés et la possibilité aussi d'être certifié Netgear. Alors pour cela, vous avez à votre disposition la Netgear Academy. Elle est accessible à tous les intégrateurs audio-vidéo. C'est gratuit. Ça nécessite juste que vous enregistriez, que vous créiez un compte. J'ai pris la peine de le faire. C'est très très bien documenté. Il y a en total 27 vidéos. Il faut prendre le temps d'en parcourir ne fût-ce que quelques-unes pour vraiment bien comprendre les concepts de ce dont on a parlé ce matin au cours de ce webinaire niveau 2. Et vous verrez, tout dépend de votre motivation, de vos connaissances de base, de votre envie d'évoluer, de votre envie d'apprendre, mais cela a été très bien fait, très bien étudié pour vous permettre de devenir un expert des réseaux informatiques dans le monde de l'audio-vidéo. Bien sûr, vous avez également à votre disposition le site éducation de notre société, de notre marque Audac, sur lequel vous êtes probablement déjà inscrit. Et vous pourrez également suivre ce webinaire. Bien sûr, il est enregistré. Donc, après ce webinaire, il sera à nouveau disponible sur notre plateforme education.audac.eu et il sera également mis en ligne sur YouTube. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir revoir ce webinaire. Et si toutefois vous deviez avoir la moindre question sur tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, sachant que, bon, il y a quand même pas mal d'informations techniques et rien de tel que la pratique. C'est une fois qu'on met les mains dans le cambouis que l'on se rend compte de toute la puissance, de toutes les capacités, de toutes les performances d'un produit. Donc, je vous invite vraiment, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous vos projets, comme je le disais précédemment, pour que nous puissions les étudier ensemble. Si vous avez des questions un peu plus précises ou un peu plus pointues suite à ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous pourrons y répondre. Si vous voulez revoir le webinaire, comme je le disais précédemment, il sera disponible en ligne d'ici peu, dès que mes collègues du département marketing l'auront mis en ligne. Alors voilà, vraiment pour résumer et pour terminer, le webinaire vraiment touche à sa fin. Donc, les points forts de Netgear Pro AV. Comme vous le voyez à gauche, on a barré cette fenêtre noire avec ces instructions blanches, ces lignes de commande qu'on appelle le CLI et qui requiert des compétences particulières, une expérience poussée en termes de réseau informatique. Donc, vous n'avez pas besoin de cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est quelle est la marque, le produit, du produit que vous souhaitez raccorder à un switch Netgear.
puisque sa configuration par défaut est déjà reprise dans le switch. Il va vous suffire de cocher le port et de choisir le profil audio ou vidéo à attribuer au port et de réaliser une configuration qui reste somme toute assez basique pour rendre ce switch opérationnel et fonctionnel. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, il y a quand même pas loin de 150 fabricants et dont les profils des matériels sont déjà intégrés dans les switches Netgear Pro AV. Donc très simple, Audio Video Interface et les profils. Le IGMP+, pour rappel, comme je le disais, ça permet réellement de réaliser des connexions avec des uplinks doubles, de passer de 1 giga à 2 gigas ou de 10 gigas à 20 gigas, sans devoir introduire des instructions complexes de configuration. Tout cela est automatisé. Pour autant, bien entendu, à condition que tous les équipements qui devront communiquer entre eux soient bien tous de la marque Netgear, et en particulier de la série Pro AV. Et ils sont préconfigurés, donc out of the box. Vous le déballez, vous l'installez, vous branchez vos équipements, vous faites une configuration assez sommaire et le tour est joué. Ensuite, en termes de hardware, comme on a pu en parler la semaine dernière, eh bien, les switch Netgear AV Pro se différencient et sont vraiment, on va dire, étudiés pour des installations audio et vidéo. Ils sont à très faible bruit, on peut même dire 0 dB quand on ne branche pas les ventilateurs, ou bien vraiment très faible en fonction de l'environnement dans lequel ils seront installés. On avait également parlé de la possibilité la semaine dernière de les installer, on va dire, en reverse mount, c'est-à-dire vous pouvez avoir les connecteurs soit en face avant dans votre rack 19 pouces, alors dans ce cas-là, vous ne voyez pas les petites LED, ou bien les connecteurs RJ45 seront sur la face arrière, alors là, en face avant de votre rack 19 pouces, vous aurez les petites LED, et les connecteurs RJ45 sont à l'arrière. La flexibilité PoE, on en a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de puissance disponible, une série impressionnante de modèles avec pour le PoE 15 watts, le PoE plus 30 watts, pour le PoE plus 60 watts, voire 90 watts. Et si on prend le cas extrême, prenons le cas d'un PoE plus 90 watts, chez Netgear, dans la série Pro AV, on peut avoir un switch avec 8 ports, mais 8 ports et 720 watts de budget PoE, ce qui vous fait en moyenne 90 watts par port PoE, ce qui est vraiment tout à fait impressionnant. Après, bien entendu, cela a un coût, mais si vous choisissez un switch 8 ports classique, avec 125 watts de budget PoE pour les 8 ports, ça vous fait à peu près 15 watts par port. Bien entendu, il sera moins cher, mais vous ne pourrez pas raccorder des équipements qui nécessitent sur chacun des ports 90 watts. Voilà, donc vous payez ce dont vous avez besoin, ce pourquoi vous voulez utiliser le switch. C'est vraiment, on va dire, vraiment à la carte. La performance des switch Netgear n'est plus à démontrer et leur design a été particulièrement également étudié. Aussi, le troisième point, c'est vraiment le point vraiment le plus important, comme je le disais, c'est ce support, le support offert par Netgear, le support offert par PVS avec les départements projet, les départements support et le département, on va dire, pre-sales, avec une garantie illimitée sur les produits dans le temps, avec aussi le Next Business Day Delivery, c'est-à-dire, vous connaissez, hein, d'autres marques le pratiquent également, le produit tombe en panne, vous en recevez un nouveau le lendemain pour remplacer et pour immédiatement redémarrer l'installation. Et le support technique, quand vous achetez un produit Netgear, dans les 3 premiers mois, vous avez un support téléphonique avec un support mail, donc vous avez en face de vous le support technique à qui vous pouvez vous adresser, et puis après vous avez le support chat qui lui est pendant toute la période de garantie du produit, c'est-à-dire illimité. Voilà, les pre-sales, j'en ai parlé, le service après-vente, after sales, que ce soit celui de PVS ou celui de Netgear, ainsi que les trainings et les certifications. Tout cela est là pour vous. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et suffisamment, on va dire, oui, clair dans mes explications. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire Netgear Level 2. Nous sommes à votre disposition dans le chat. Donc, on reste ouvert pendant encore quelques minutes. Merci pour votre temps. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour votre attention. Et je vous dis au plaisir de communiquer avec vous, que ce soit par courriel, que ce soit en live. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, vous connaissez nos adresses mail, support@pvs.global, ou bien les adresses sales, qui sont vos adresses sales habituelles. N'hésitez pas. Je vous souhaite beaucoup de succès avec les switches de la marque Netgear Pro AV, ainsi qu'avec notre marque ODAC dans vos futures installations audio, vidéo professionnelles. Voilà. Merci messieurs, merci mesdames, pour autant que nous ayons eu des dames ce matin également en ligne.
et le chat reste ouvert, donc n'hésitez pas à poser des questions. Merci pour vos commentaires également sur le chat, cela fait plaisir et n'hésitez pas. Voilà, je reste en ligne encore pendant quelques minutes afin de pouvoir répondre à l'une ou l'autre question qui entrerait sur le chat.